Bonjour, bonjour à tous nos amis qui nous écoutent, qui nous voient de France d'une part, et puis nos amis du Maghreb. Je sais que nous avons des amis de Tunisie, du Maroc et d'Algérie qui suivent nos webinars. Donc je vois que nos amis arrivent tous. N'hésitez pas à indiquer le nom de votre ville ou de votre pays. Ça nous fera, on vous enverra un petit clin d'œil particulier. Donc aujourd'hui, nous allons traiter du management selon les philosophes avec Pierre, avec un regard un petit peu décalé, aussi bien sur le management que sur les philosophes. Voilà. Je crois que nous sommes 548 participants. Donc, n'hésitez pas à intervenir, à réagir. Saint-Jean-de-Fosse, c'est très très bien en fait. Hein. Bordeaux, très très bien. Voilà. Ça augmente de plus en plus et nous en sommes ravis. Voilà. Donc, le management selon les philosophes, vous nous entendez bien, vous nous voyez bien, c'est une bonne chose. On va démarrer. OK? Pour tout le monde? Allez, on y va. Voilà. Donc, juste deux mots pour vous dire que, comme chaque mois, nous organisons un webinar sur le thème des ressources humaines, sur le thème du management. Là, vous avez à l'écran la liste des webinars jusqu'à la fin de l'année. De toute façon, sachez que vous aurez le replay et vous aurez le PowerPoint qui défile. Donc, vous aurez les dates exactes que vous pourrez étudier par la suite. Voilà. Donc, les webinars de 2023. Deux mots sur le Florian Mansuel Institut que vous connaissez déjà, que j'ai créé en 1976 à Montpellier et qui est spécialisé dans le domaine des ressources humaines, c'est-à-dire que l'on apporte la palette complète à l'ensemble de nos clients, c'est-à-dire du recrutement, de la formation, de l'outplacement, des bilans de compétences, du coaching, des audits humains et organisationnels. Bref, on s'intéresse aux hommes et aux femmes qui rentrent dans l'entreprise, qui travaillent dans l'entreprise et qui sortent de l'entreprise. Voilà, la boucle est bouclée. Voilà. Une vingtaine de consultants en France et puis des partenaires à l'étranger. Là, pour la présentation rapide du cabinet. Moi-même, je l'ai créé en 76, après avoir fait Subdeco à Toulouse, Sciences Po à Toulouse et une licence de Sciences Éco à Paris 1, à Panthéon-Sorbonne, et avoir travaillé 2 ans chez Burux, à l'époque où Inesis s'appelait Burux. Voilà pour la présentation formelle que vous aurez sur le PowerPoint que vous recevrez. Pierre, 2 mots sur toi, ou 3 mots même sur toi. Quatre. 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 Allez, Soyons fous. allez. Pierre Vinault, écoutez, je suis un ancien DRH, mais aussi un ancien syndicaliste. C'est paradoxal, mais en fait, c'est parce que j'aime la diversité. Et je pense que ce qui est formidable dans la vie, c'est de pouvoir faire des choses différentes et de ne pas faire toute sa vie la même chose. Donc, ma vie a été marquée par la diversité professionnelle, bien entendu. Et c'est ça qui est important. Et on va le voir parce que la diversité, c'est quelque chose qui, au niveau des philosophes, est important. Et la diversité, je la produis aussi dans mes écrits, puisque j'ai écrit aussi bien des choses un peu sérieuses comme la vie, vivre sa vie et non la subir. Et donc, c'est un essai sur comment progresser dans la vie, comment arriver à un équilibre et au développement d'une intelligence, de son intelligence. La philosophie de la vie. La philosophie de la vie. J'ai écrit des livres un peu opérationnels comme La retraite, c'est du boulot, parce qu'effectivement, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais la retraite, ce n'est pas qu'un choc financier, c'est un choc de rythme de vie. Et puis j'ai écrit des choses, des romans de gare aussi, des romans de gare, parce qu'il faut varier le plaisir. Et j'ai écrit par exemple un roman de gare comme Mettre fin à ses nuits, qui parle de mettre fin à ses nuits, c'est quoi? C'est quand une personne se suicide, si elle ne met pas fin à ses jours, elle met fin à ses nuits, parce que c'est les nuits qui sont les plus difficiles. Je te sens très philosophe, mon cher Pierre. Hein? Par obligation aujourd'hui. D'accord. Ok. Alors, bon, voilà pour les deux présentations rapides. Donc, soyons bien clairs. Nous avons, Pierre et moi, interviewé 42 philosophes. 42 philosophes, hein, d'Aristote à Foucault. Des petites interviews, enfin de plusieurs pages quand même en fait. Hein, donc, et on a fait
on a repris ces interviews réelles, en fait, hein, dans ce livre qui est paru aux éditions Nombre 7. Voilà. Et à partir de ces interviews, on a identifié 7 piliers de management. Les fondamentaux que l'on a fait accoucher de la part des philosophes. Donc, nous allons décliner, détailler ces 7 piliers et voir de quelle manière ces piliers s'adaptent aussi bien en entreprise qu'à l'époque de ces fameux philosophes. Voilà notre démarche. Donc, le premier pilier que nous allons voir, c'est la sagesse. Philosophie, Sophia, hein, donc voilà, hein, c'est le premier des piliers. La sagesse pour mieux vivre, hein, c'est pas n'importe quelle sagesse. Les philosophes parlaient de mieux vivre, en fait. Hein. Et dans l'entreprise, comment le manager peut-il être sage ou adopter une forme de sagesse? Ben, tout d'abord, le manager, ben, il doit gérer les ambitions de ses collaborateurs. Gérer les ambitions de ses collaborateurs. C'est-à-dire ben, faire preuve de discernement, c'est-à-dire faire taire ses préjugés, ses a priori. Le manager ne doit pas avoir de chouchou. Hein. Il doit trouver un équilibre entre les intérêts du salarié, les intérêts de l'entreprise et ses propres intérêts, en fait, hein, les siens propres. C'est bien cet équilibre qui le rend sage, en quelque sorte. Donc, premier point, gérer la relation avec les autres, avec ses collaborateurs, les ambitions. Et deuxièmement, le manager, il doit être le garant de l'éthique de ses collaborateurs. Et pour être le garant de l'éthique de ses collaborateurs, ben, il doit être exemplaire, il doit être vigilant, il doit répéter les choses, et ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc c'est vraiment la première attitude intéressante que l'on a identifiée chez les philosophes, cette fameuse sagesse pour mieux vivre. Alors comment on peut l'illustrer avec les philosophes que l'on a interviewés? Mais d'abord, j'ai envie de parler avec Socrate. Je te rappelle ce que nous a dit Socrate. Il ne faut pas confondre être sage et la sagesse. Le tout n'est pas forcément la somme des parties. Socrate était un grand sage qui avait beaucoup de sagesse et n'a pas toujours été sage. Et d'ailleurs, il nous l'a dit, il a dit, si j'avais été sage, je n'aurais pas été obligé de boire de la ciguë. Et oui, c'est donc parce que j'ai fait des choses jugées pas sages que j'ai été obligé de boire de la ciguë. Donc, il ne faut pas confondre le tout et la partie. Et c'est pas révolté, en tout cas. Il ne s'est pas révolté, au contraire, il a accepté. C'est une certaine sagesse de boire la ciguë. Et ce qui est intéressant, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la sagesse, c'est pas forcément quelque chose qu'il faut absolument mettre en avant. Et Nietzsche est très intéressant là-dessus. Quand Zarathustra parle, il dit, pour un enfant, quelle est la pire des choses? C'est d'être sage. Et alors, on va aller un peu plus loin avec notre ami Sartre. Là, de nos jours, dans nos familles, on s'aperçoit que les enfants suivent bien cette prescription. Hein. Ah, tout à fait, tout à fait. Mais peut-être qu'ils sont heureux. Peut-être qu'ils sont heureux. On verra ça plus tard. Et Sartre est très bien aussi parce que il dit quoi, c'est être sage? Être sage, c'est ouvrir aussi la porte à sa folie. C'est aussi donner, exister. Et exister, c'est affirmer, c'est s'affirmer. Et s'affirmer, ce n'est pas toujours être sage. Ce qui veut dire que l'individu va osciller entre la sagesse et la folie. Et c'est cette permanence qui va rendre l'homme homme, en fait. C'est cette permanence entre deux pôles qui sont apparemment opposés qui fait permettre au progrès de devenir. Voilà. Et la sagesse, c'est un peu la synthèse de tout ça. Donc, premier pilier, donc la sagesse. Deuxième pilier important, la liberté. Et les philosophes ont toujours prôné la liberté. Alors, comment peut-on vivre cette liberté dans l'entreprise? Parce qu'il y a quand même des contraintes dans l'entreprise. Et c'est tout le paradoxe du management tel qu'on le définit Pierre et moi, en fait. Hein. C'est la liberté malgré les contraintes. Alors, la plus grosse des contraintes dans l'entreprise, ben, c'est peut-être le code du travail, qui est une bonne chose pour la défense des intérêts des salariés. Mais le manager doit respecter le code du travail. Le manager doit respecter les règles du jeu de son entreprise.
Et quand je parle de règles du jeu, je ne parle même pas du règlement intérieur, qui est basique en fait. Il doit respecter les règles du jeu de son entreprise qui vont découler de la culture de l'entreprise et de ses valeurs. Donc dans cet ensemble-là, ben, il a trouvé sa voie et entraîné ses équipes. Premier point. Deuxième point, liberté ne veut pas dire bannir toute transgression. Au contraire, il ne faut pas couper les ailes de ses collaborateurs. La liberté veut dire initiative, créativité. Liberté veut dire oser. Et donc, dans un ensemble de contraintes, le manager doit trouver sa voie et entraîner les autres. Alors, comment faisaient les philosophes? Platon, il va tout à fait dans ton sens. Il va tout à fait dans ton sens parce que qu'est-ce qu'il nous dit, Platon? Il nous dit la liberté, c'est l'acceptation des règles de la vie. Donc, si dans l'entreprise, tu acceptes les règles de l'entreprise, selon Platon, tu es libre. J'avoue que personnellement, je suis un tout petit peu plus réticent que ça et que c'est vrai que j'aurais envie de dire que la liberté, c'est effectivement l'acceptation des règles de la vie à condition qu'on les choisisse. Et ce qui me semble très important, c'est c'est pas d'être libre. C'est Schopenhauer et Kierkegaard qui nous disent ça. Ils nous disent l'important, c'est de comprendre ce qui nous détermine. De comprendre ce qui nous détermine. Et c'est en comprenant ce qui nous détermine, ce qui crée notre action, que cette action, nous pourrons la rendre plus libre. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. Et effectivement, peut-être que tu peux nous rappeler les quatre philosophes qui apparaissent et Freud quand même. Et Freud. Qu'est-ce qu'il nous a dit, Freud? Oui, qu'est-ce qu'il a dit, Freud? Et qu'est-ce qu'il nous a dit, Freud? Il nous a dit, si vous Pierre, voilà, je ne suis pas un philosophe pour tous les auditeurs. Je suis juste le modérateur, Loïc. Une petite question parce que certains se sont posé la question si tu n'avais pas confondu Platon et Épictète, puisque tu parles de Épictète dans la slide. Épictète, pardon, Épictète. Non, c'est bien Platon. Pierre a bien parlé de Platon, en fait. Pierre a rajouté des philosophes par rapport aux quatre présentés. Oh, l'abondance de biens ne nuit pas, en fait. Donc, voilà. On a parlé de Platon, on a parlé de Freud, on va parler de Freud, alors qu'il ne figure pas sur le slide. Mais c'est vraiment bien vu, en fait. Oui, Freud. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Après, on parlera quand même des quatre, rapidement. On vous lira ça. Freud, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, si vous pensez être libre, c'est que votre inconscient refuse de vous parler. Et donc, je trouve que cette phrase de Freud, elle est profondément intéressante, parce que si nous pensons être libres, ça veut dire que nous refusons de comprendre nos déterminations. Alors, rappelons les quatre philosophes qui sont à l'écran, en fait, donc Épictète. La liberté, c'est l'indépendance de la pensée, donc c'est quand même très très fort comme message, en fait. Voltaire, en ce qui concerne la liberté, qu'est-ce qu'il disait? Il disait plus les hommes seront éclairés, plus ils seront libres. Voilà. Et Spinoza, qu'est-ce qu'il nous dit? Ignorer les causes. Eh bien, non, il nous dit les hommes se trompent. J'ai envie de faire une citation là. Les hommes se trompent en ce qu'ils pensent être libres. Et cette opinion consiste en cela seul qu'ils sont conscients de leur action et ignorant des causes de leur action pour lesquelles ils sont déterminés. C'est croire qu'on est libre, pour Spinoza, c'est ne pas comprendre ce qui nous détermine. Ok. Et Kant, donc, comprendre ce qui nous détermine, c'est également lié à ce qui vient d'être dit. Tout à fait. Et pour Kant, c'est vrai que la liberté est hypothétique et effectivement, c'est notre détermination sociale, notre détermination culturelle, notre détermination dans le temps qui nous détermine. Il est évident que tel que vous êtes, vous, tel que je suis, moi, tel que Florian est aujourd'hui, exactement avec la même génétique, si nous vivions 300 ans avant, nous ne se comporterions pas de la même façon et notre sentiment de liberté n'aurait pas les mêmes déterminismes. Ok, alors ça c'est donc le deuxième pilier, donc n'hésitez pas à réagir en fait, si vous êtes d'accord ou pas d'accord,
on l'a écrit sur le chat, en fait. Hein. Donc, troisième pilier, la communication. Eh bien oui, la communication pour comprendre ses collaborateurs et la communication pour se faire comprendre. Je crois que le manager, c'est un communicant. Il va communiquer de manière verbale, de manière non verbale. Il doit s'adapter à l'autre. Hein. Et il s'adapte comment? Par le tactile, par le toucher, par le tutoiement. Est-ce qu'on doit tutoyer ses collaborateurs? Est-ce qu'on va faire la bise en arrivant? Est-ce qu'on doit envoyer uniquement que des mails? Est-ce qu'on envoie des mails le week-end? Donc, ce sont tous les problèmes qui se posent au quotidien dans la relation entre le manager et le N-1 et le collaborateur. En fait. Et la communication, je le répète, c'est la répétition. Hein. Un manager doit toujours répéter et sans cesse répéter. C'est fondamental. Alors, les philosophes, comment ils faisaient pour communiquer? Moi, j'ai été intéressé quand nous avons rencontré ce Kierkegaard. Ah oui, parce que, regarde comme il est beau. Regarde, c'était un bel homme. Moins beau que nous, mais pas mal. Il a un très beau visage. Il a un très beau visage. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous a dit, Kierkegaard? Il dit, la communication, c'est pas seulement communiquer, c'est séduire. Et séduire, c'est ça qui est important. C'est quand vous cherchez à communiquer, si vous ne cherchez pas à séduire votre interlocuteur, vous ne communiquerez pas. À l'instant présent, est-ce que nous sommes en train d'un tout petit peu vous séduire? Je l'espère fortement. Mais bon, tant pis si c'est pas le cas. Mais bon, non, communiquer, c'est séduire. Ça, c'est Kierkegaard. Communiquer, c'est aller vers le plaisir de l'autre. Et puis, j'ai envie de faire... Et le manager doit faire pareil, il doit séduire ses collaborateurs. Oui, voilà. S'il veut les entraîner à la manière d'un leader, il faut que les autres adhèrent à ses idées. Et c'est par la séduction, plutôt que le fait d'imposer quelque chose, bien sûr. Et deuxièmement, donc, quand tu disais, c'est ça? Et quand c'est un petit peu différent, lui, quand il dit communiquer, c'est éclairer l'autre. Éclairer l'autre, je trouve ça très beau. Éclairer l'autre. Communiquer, c'est éclairer l'autre. Mais il dit, attention, communiquer, c'est éclairer l'autre, mais c'est aussi s'éclairer soi-même. Et donc, communiquer nécessite deux actes importants. Un acte vers soi, savoir ce que j'ai à dire, savoir ce que je veux dire, savoir où je veux aller, et savoir vers un acte vers l'autre, savoir ce que j'attends des autres, savoir où je veux qu'ils aillent. Et c'est ça la communication, c'est autant vers soi que vers les autres. C'est le côté commun, en fait. Du reste, dans le communiquer, il y a commune. Hein, c'est bien ça. Hein. Tout à fait. L'humour, toujours l'humour. Ok, donc là, c'était donc le troisième pilier, la communication. Et le quatrième pilier, donc il s'agit de la recherche du bonheur pour trouver l'épanouissement. Alors, actuellement, on parle beaucoup du bonheur dans l'entreprise, en fait. Hein, et on va parler de QVT, qualité de vie au travail, de QVCT, en pensant aux conditions du travail. Donc, ce sont des éléments très, très, très forts, en fait. Hein. Mais ce n'est pas nouveau. Hein. Le travail, ce n'est pas nouveau. Dans le livre que j'ai écrit avec Hervé Ponceau sur le management selon Jésus, dans ce livre-là, le premier pilier de management de Jésus, c'est l'amour. Amour et pardon. C'est pareil, en fait. Hein. Se préoccuper de ses collaborateurs, c'est bien faire preuve d'amour pour éviter que les collaborateurs aient du stress, peut-être même demain tombent en burn-out, en fait. Hein. Alors, on parle de gadgets dans certaines entreprises. Le baby-foot, c'est bien, hein, c'est très bien le baby-foot, en fait. Hein. Mais reconnaître ses collaborateurs, c'est quand même beaucoup mieux. Hein. Du reste, qu'est-ce qui se passe au prud'homme quand on voit, moi j'ai été conseiller des prud'hommes pendant plusieurs années, qu'est-ce qu'on constate au prud'homme? Que les revendications salariales existent, bien sûr, mais souvent il s'agit d'un manque de reconnaissance. Un manque de reconnaissance, les salariés ne veulent pas être des pions dans l'entreprise, ils veulent être reconnus. Et c'est bien cette recherche du bien-être ou de l'être bien au travail, en fait. Hein. Alors, comment les philosophes ont vécu cette notion de bonheur? Épicure, lui,
quand même, c'est un spécialiste du bonheur. Être épicurien, c'est profiter de la vie. Ah, c'est plus que le bonheur, je pense. Hein. Épicure, il nous dit quelque chose qui nous a dit quelque chose que j'ai du mal parfois à accepter. Il nous a dit, le bonheur, c'est l'acceptation de la vie telle qu'elle se présente à vous. Et le bonheur, c'est l'acceptation donc des souffrances qui peuvent être les vôtres. Bon, d'accord. Moi, qu'est-ce qui était épicurien, Épicure? Oui, mais Épicure, ce qui est extraordinaire, tu te rappelles quand on l'a vu à Athènes, il vivait dans un taudis pratiquement. Il avait une vie tout à fait ascétique. Pour moi, l'image d'un épicurien, c'est une image d'un jouisseur. Quand on dit c'est un épicurien, c'est un mec qui jouit de la vie. Épicure, il avait une petite maison de merde, si je puis dire. Il n'avait pas de richesse, etc. Et j'ai été très surpris quand nous l'avons rencontré à Athènes. Tu te rappelles? C'est vrai. Donc, moi, j'avoue que le bonheur épicurien, c'est pas tout à fait le mien. Et j'aurais envie de dire que pour moi, le bonheur, j'ai plus trouvé le bonheur dans la recherche du bonheur dans Nietzsche. Et Nietzsche, je vais paraphraser, mais je vais reprendre une phrase qu'il nous a dite. Nietzsche nous a dit, ce n'est pas en acceptant que les faibles soient faibles que vous les rendrez forts. Eh bien, je dirais que ce n'est de la même façon, ce n'est pas en acceptant nos malheurs que nous trouverons le bonheur. Donc, il faut se battre, parce que le bonheur, ça se construit. Et ce n'est pas en étant passif et en acceptant le malheur qu'on construit le bonheur. Mais c'est Nietzsche. Hein. Prenez des notes. De toute façon, dans le livre sur le management selon les philosophes, on a bien détaillé leur réponse à ces braves philosophes. En fait, hein, donc, on a tout dedans. Allez, donc le quatrième pilier, le bonheur. Le cinquième pilier important chez les philosophes, c'est la réflexion. Mais pas la réflexion pour la réflexion. La réflexion comme moteur de l'action. Je crois qu'il faut éviter le fantasme du manager qui décide tout et qui décide tout de suite. Hein, c'est le fantasme, en fait. Hein. Je crois qu'au contraire, le manager doit avoir une étape de réflexion, une étape de comparaison, une étape de dialogue, parce que le collaborateur participe à sa décision. Et c'est ça qui est fondamental. À la question « qu'est-ce qu'on fait, chef ?» Je crois que le manager ne va pas répondre tout de suite. Peut-être qu'il a intérêt à dire « et toi, qu'est-ce que tu proposes ?» Et puis ensemble, on va décider. Et je crois que tu parlais de séduction tout à l'heure, hein, tu rappelais la séduction, mais je crois qu'on va également introduire un autre rapport avec le N-1, avec le collaborateur. On va le faire participer à la décision. Et si on le fait participer à la décision, l'application, elle sera d'autant plus mieux vécue, en fait. Hein. Je crois que la décision, elle s'appuie sur des tableaux de bord, elle s'appuie sur des chiffres, elle s'appuie sur du rationnel, c'est vrai, mais elle s'appuie également sur de l'intuitif. On ne doit pas l'oublier. Et cette notion d'intuitif, elle va s'imposer également par le courage, parce que le courage va nous permettre de prendre des décisions en tant que manager, pour pouvoir oser, pour pouvoir assumer nos responsabilités, pour pouvoir transgresser si besoin est. Alors, la réflexion, je pense que nos philosophes doivent être intarissables là-dessus. Oui, mais avec une certaine distance, j'ai trouvé, comme nous avons entendu, par rapport à l'idée de la réflexion aujourd'hui. Aujourd'hui, la réflexion, j'allais presque dire qu'on la mettrait en haut du podium des choses. Et les philosophes, non, ils ne vont pas la mettre en haut du podium. Et je vais commencer avec Malraux. Malraux, il nous a dit quoi? Il nous a dit les idées sont pas faites pour être pensées, mais pour être vécues. Les réflexions ne sont pas, je dirais, la réflexion, n'a pas de valeur s'il n'y a pas d'acte derrière. Et Simone Veil est aussi très intéressante là-dessus, parce que cette jeune femme, qui était une intellectuelle, on ne fait pas normal sup à son âge et à cette époque-là, par hasard, eh bien, elle a pensé que la réflexion n'avait pas de valeur si elle ne s'appuyait pas sur un vécu. Et Simone Veil
après avoir fait Normal Sup, s'est engagé chez Renault pour construire dans une chaîne d'usines, pour monter participer au montage de voitures. Et ça, elle nous l'a dit après très bien, elle nous dit, c'est ça, c'est cette action-là qui a permis à ma réflexion de se construire. C'est mon action, c'est mon vécu, c'est les actes que je développais tous les matins en me levant à 6 heures pour aller travailler chez Renault qui m'ont permis de construire ma vie et ma réflexion et ma pensée. Donc on ne doit pas séparer la réflexion de l'action, apparemment. Les deux sont liés. Tout à fait, tout à fait. Les deux sont liés, mais pour certains philosophes, l'action est première. L'action précède et construit la réflexion, et non pas l'inverse. C'est paradoxal. C'est paradoxal. C'est totalement paradoxal. Mais ce n'est pas si paradoxal que ça, parce que dans les courants de psychologie cognitive aujourd'hui, on sait très bien qu'on construit la valeur, les valeurs chez un individu en lui demandant de faire des actes plus que par les actes. On l'influence plus par les actes qu'on lui demande de faire que par la pensée qu'on peut lui proposer. Et Hannah Arendt, alors? Hannah Arendt, elle est amusante, Hannah Arendt. Hannah Arendt, parce que c'est quand même une juive qui avait pour amant Heidegger. Et Heidegger n'était pas très pro-juif. Il n'était pas très pro-juif, puisque c'était un nazi, c'était un suppôt d'Hitler, quand même. Et ce qui est très intéressant, c'est que, justement, Hannah Arendt sépare la pensée de Heidegger et les actes de Heidegger. Elle dit c'est deux choses différentes. Vous avez des hommes qui pensent et des hommes qui agissent. Et quand elle va assister au procès d'Eichmann en Israël, elle le dit, et elle écrit quoi derrière, après avoir assisté à ce procès? Elle écrit la banalité du mal. Pourquoi la banalité du mal? Je crois que c'est très important de comprendre ce qu'il y a derrière cette banalité du mal. Elle dit, Eichmann a été le mal, et pourtant c'était un homme banal. C'était un homme banal. C'était pas un homme génial, c'était pas un homme qui avait de l'intelligence, c'est justement parce qu'il était banal qu'il a pu être, effectivement, faire le mal. Donc, ce sont les circonstances qui ont entraîné un certain comportement, comme dans l'entreprise en définitive. C'est les actions. C'est l'opportunité qui fait que les gens agissent, vendent, travaillent, imaginent de nouveaux systèmes, de nouvelles procédures. Oui, Loïc va intervenir. Voilà, je vous propose de faire une petite pause chat, parce que ça réagit. Il y a eu plusieurs réactions et je vous ai laissé continuer. La dernière en date est celle de Jean-Dominique Mouchard. La réflexion également au sens reflet sur une surface de nos propres projections sur les autres, notamment en entreprise, profonde source de croissance quand nous en sommes conscients. Je vous laisse lire, vous le voyez certainement dans le chat. Oui. Le premier élément de la remarque consiste à dire qu'il y a le reflet de l'autre, en fait, ou le reflet de nos actions. Et ce que l'on fait, effectivement, va entraîner une certaine réaction de la part de l'autre. On va se retrouver dans le comportement de l'autre. C'est pour ça que le manager doit intérêt à être exemplaire. Parce que s'il est exemplaire, forcément, il y a de fortes chances pour qu'il retrouve dans le comportement de ses collaborateurs quelque chose de positif. Voilà, ça c'est le premier point. Moi, je répondrai, je dirais à Jean-Denis Mouchard qu'il devrait, il a certainement lu 2 petits livres qui sont absolument fantastiques là-dessus, qui sont La soumission librement consentie et Petit traité de manipulation des honnêtes gens. À l'usage des honnêtes gens. Et ces 2 livres de Jean-Léon Beauvois et de Robert Vincent Joule nous montrent bien que effectivement la réflexion, c'est le produit de l'action. La réflexion, si vous voulez modifier l'autre, si vous voulez, au bon sens du terme, manipuler l'autre, c'est en les faisant agir et pas en leur donnant des leçons de morale. Mais c'est la même chose dans la pédagogie. La pédagogie pour le management, moi quand j'étais étudiant à Sud-Leco Toulouse, entre autres, on avait déjà ce qu'on appelait une pédagogie innovante, c'est-à-dire qu'on avait des études de cas. Et l'étude de cas, c'était presque l'action. Et on agissait, on prenait des décisions dans une entreprise fictive, irréelle. Et une fois après avoir créé l'entreprise et avoir pris des décisions, le prof, il intervenait et il nous apportait la théorie.
c'est presque pareil en fait. Hein. Tout à fait. C'est la même application en fait. Hein. Les deux sont importants, mais dans quel ordre on le fait? Moi, je pense que c'est fonction des opportunités et des circonstances. Peut-être qu'il n'y a pas quelque chose à avoir forcément en tête et l'appliquer régulièrement, mais c'est fonction des choses. Pour terminer sur cette réflexion, je vais en faire une. Je vais l'appliquer chez Simone Veil. Elle a dit quoi, Simone Veil? C'est de la réflexion que naît l'action est une immense illusion. Ouais. Enfin bon. Ok. Donc ça, c'était le 5e. Oui. La demande de Max Ducrot qui demandait à préciser justement l'action qui précède la réflexion. Il voulait revenir dessus, vous êtes revenu. C'est ça, oui. Nous avons Franck Piget qui fait une bonne remarque. Le jeu de rôle sont des outils pédagogiques précieux. Je vais vous expliquer en fait, hein, c'est ça en fait. Hein. Étude de cas ou jeu de rôle, c'est pareil en fait. Hein. On part de quelque chose de concret pour arriver après à la théorie. Hein. Voilà, bien sûr. Oui, je remercie Franck Piget là parce qu'effectivement, nous avons œuvré ensemble dans un petit groupe relativement important dont je tairai le nom, peut-être Lionel Deso, je crois. Petite boîte quand même, hein, dans Suez. C'était le DRH, c'est ça? Oui, tout à fait. Et donc, je retrouve bien là les positions de Franck pour qui, effectivement, l'action était peut-être plus importante que la réflexion. Et dans le jeu de rôle, qu'est-ce qu'on fait? On agit, on met en œuvre, on met en acte ce qui est en nous. Et c'est cette mise en acte d'un scénario, cette mise en acte de ce qui est en nous, qui effectivement nous permet d'avancer. Ok. C'était donc le 5e pilier, la réflexion comme moteur de l'action. On arrive au 6e pilier qu'on a identifié, c'est aider les autres pour donner du sens à sa propre vie. Ça semble un petit peu paradoxal parce qu'en principe, on aide les autres pour les aider, en fait, hein, pour qu'ils grandissent, pour qu'ils agissent mieux. Donc, ça part d'un bon sentiment. Mais ce sentiment altruiste, il peut presque devenir égoïste, puisque aider les autres, également, ça va nous servir à nous. Voilà. Donc, aider les autres pour donner du sens à sa propre vie. Alors, il faut d'abord rejeter les idées reçues. Les idées reçues, c'est quoi? L'objectif de l'entreprise, c'est pas faire du fric, hein. Ce n'est pas que faire du profit. C'est pas ça l'objectif de l'entreprise. L'objectif du manager, c'est pas faire travailler les autres, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Bien sûr, ça y participe, mais c'est pas le plus important. C'est quoi une entreprise? Une entreprise, elle propose des biens, elle propose des services qui vont correspondre à des motivations, à des freins, à des moyens des autres, en fait. Hein. Et le manager, qu'est-ce qu'il doit faire? Ben, il doit justement assurer cette osmose entre les deux. Il doit aider ses collaborateurs à grandir. Faire grandir ses collaborateurs, ben, c'est ce qu'on a expliqué sur des dizaines de pages sur le management épiphyte. Le manager doit servir de support à des plantes épiphytes. Il doit aider les collaborateurs à grandir. Mais ce qui est paradoxal, c'est que quand il aide les gens à grandir, ben, il se grandit lui-même. Et c'est toute l'astuce du management épiphyte, en fait. Hein. C'est profiter des résultats des autres pour également en tirer parti, en tirer profit, bien sûr. Donc, c'est en aidant les autres au quotidien que le manager va donner du sens à sa propre vie professionnelle et à sa vie personnelle. Alors, comment les philosophes faisaient-ils pour aider ou concevoir l'aide aux autres? Bah, ils ne sont pas toujours d'accord d'ailleurs. Moi, j'ai envie de commencer avec Schopenhauer qui dit « aider les autres, ça ne sert à rien. Laissez l'autre être ce qu'il est. Laissez-les vivre. Laissez-les vivre. Et s'ils sont limités, eh bien, acceptez leurs limites. Ne cherchez pas à vouloir qu'ils se dépassent. Pourquoi faut-il pousser l'autre à se dépasser? Ça, dans l'entreprise, ça ne marche pas. Hein. Ça marche pas. Là, sûrement pas, en fait. Là, je ne peux pas accepter que les gens soient à leur niveau. Soit on les aide à grandir, soit on s'en sépare. Hein. Et saint Thomas d'Aquin, il le dit bien aussi, d'ailleurs. Il dit « l'autre ne grandira que s'il en a envie, que s'il le veut ». Donc, il faut l'aider à prendre cette décision. Non, je ne suis pas d'accord. Non. Alors, j'ai envie quand même de terminer avec
Aristote, on est en ordre inverse historiquement là, mais Aristote, il a écrit l'art de la contradiction. Et j'ai trouvé ça très intéressant, parce que l'art de la contradiction chez Aristote, c'est au fond l'art de l'opposition à l'autre. Et je vais être un peu provocateur, si vous voulez bien. Je dirais à tous ceux qui sont commerciaux, tous ceux qui sont dans l'entreprise aujourd'hui, qu'ils doivent aimer leurs ennemis, qu'ils doivent aimer leurs concurrents. Parce qu'effectivement, c'est le fait d'être en conflit, c'est le fait d'être en opposition, c'est le fait qui nous permet de progresser. Et s'il n'y avait pas de concurrence, je crois qu'aujourd'hui, les produits évolueraient beaucoup moins vite et les progrès évolueraient beaucoup moins fort. Alors, vous m'écoutez là, vous nous écoutez. Si après ce webinaire, vous nous envoyez quelques petits messages en disant « vous avez été formidable », très bien, ça nous fera une belle caresse narcissique. C'est toujours bon à prendre, les caresses narcissiques, pas de souci. Mais ça ne pousse pas qu'avec ça, nous progressions beaucoup. Par contre, si vous nous écoutez et que vous nous dites « tiens, Pierre, tiens, Florian, vous, là, je ne suis pas d'accord avec vous, là, vous avez dit des choses qui sont contestables, etc. », peut-être que vous nous permettrez d'avancer et de progresser. Donc, effectivement, aider les autres, ce n'est pas forcément les accepter tels qu'ils sont, ce n'est pas forcément les comprendre, mais c'est éventuellement les contrer. J'imagine que dans le chat, on va avoir une avalanche de remarques critiques par rapport à ce qu'on vient de dire, en fait. Donc, Schopenhauer, Saint Thomas d'Aquin. Tu as parlé de Saint Thomas d'Aquin? Peut-être pas. Si, j'ai dit que laisser les hommes être heureux, laisser les hommes progresser s'ils le veulent. Ah, s'ils le veulent. C'est ça qui est important chez Saint Thomas d'Aquin. C'est la motivation intrinsèque propre à l'homme qui lui permettra de progresser et pas le fait que vous lui donnez un coup de pouce. Ça, c'est pas le plus important. Ouais, mais peut-être que dans l'entreprise, le manager a intérêt à aider les autres à grandir et à se bouger les fesses quand même. Hein. C'est le rôle du manager en fait. Hein, ça, oui, ouais. Mais un manager ne fera pas avancer, progresser, ne pas avancer. Ça, ne fera pas voir l'âne qu'il n'a pas envie de voir. Donc ça pose un problème, de recrutement, hein, autant embaucher quelqu'un qui a du potentiel, et deuxièmement, ça pose le problème de l'animation. Et c'est le manager qui peut se mettre en question, est-ce qu'il a les bons outils pour animer les autres? Oui, Loïc. Une petite réflexion, faut-il qu'il soit ouvert à accueillir la contradiction, nous dit Pierre-Alexandre? C'est pertinent, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Tous les managers, malheureusement, n'ont pas l'esprit ouvert, ne sont pas disponibles pour écouter la critique. J'oserais dire, chaque salarié doit choisir ses N+1, ses chefs, en fait, hein, bien sûr, bien sûr. Alors peut-être que c'est aux dirigeants de l'entreprise, un patron d'entreprise, à véhiculer comme valeur de l'entreprise en interne l'écoute, le respect de l'autre, la confrontation, le dialogue. Hein, il faut que ça soit une valeur de l'entreprise importante, bien sûr. Il faut que les gens s'expriment et disent ce qu'ils ont sur le cœur. Oui. Eh bien, moi, je pense que j'ai été un tout petit peu manager de temps en temps j'ai eu quelques équipes à diriger. Les collaborateurs que j'appréciais le plus sont ceux qui m'apportaient la contradiction. Bien sûr. Mais au-dessus de toi, je ne sais pas si tu as remarqué, Loïc, au-dessus de toi, il y a un aphorisme, il y a la fin d'un aphorisme qui est assez amusant. Hein, voilà, c'est ça. Le salarié compétent se reconnaît au conseil qu'il demande. Bien sûr, bien sûr. C'est pas un béni-oui-oui, le salarié, en fait, hein, le collaborateur. Voilà, alors, soit il demande des conseils, soit il demande des explications, soit il demande des justifications, etc. Alors, un certain nombre d'internautes disent oui, mais ça concerne l'acceptation côté manager comme côté salarié, des deux côtés. Il faut aussi que le manager accepte. Hein. Oui, c'est ce que je disais, hein, bien sûr. Hein, il faut qu'il soit ouvert et il faut que ça s'insère dans la culture de l'entreprise. Hein. Et alors là, c'est le dirigeant lui-même, c'est vraiment la pyramide. Hein. Chacun est responsable des autres. Et le grand patron, bon, c'est peut-être plus simple dans une PME, mais le grand patron doit être exemplaire. Il doit montrer l'exemple, en fait, hein, bien sûr. Et il doit éviter de s'entourer de courtisans, comme malheureusement ça se passe peut-être trop
trop souvent, et favoriser l'expression de ses proches, en fait, hein, bien sûr, et que ça ruisselle sur l'ensemble de tous les collaborateurs. Voilà, c'était donc le 6e pilier, aider les autres pour donner du sens à sa propre vie. On arrive au 7e et dernier pilier, s'organiser pour mieux vivre. Alors, ça veut dire quoi, s'organiser pour mieux vivre? Ben, c'est un rappel de bon sens, hein. Le manager, c'est un organisateur. C'est un organisateur. Dans mon livre sur le management selon Napoléon, et ben Napoléon, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, il organisait. Il allait et il disait allons-y, hein, et il disait pas allez-y. Hein. Donc il organisait et il entraînait tout le monde en fait. Hein. Il doit s'organiser pour lui, mais il doit participer à l'organisation de ses collaborateurs. Et participer à l'organisation de ses collaborateurs, il va interférer dans la vie des autres en fait. Hein. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de chiffre 2 en fait. Hein. La vie pro et la vie perso, les deux vies sont communes en une seule en fait. Hein. Et je crois que le manager doit aider les collaborateurs à s'organiser dans leur vie personnelle et dans leur vie professionnelle. Voilà, c'est ça qui est important. L'organisation, ben, c'est à la base du management, comme c'est à la base, j'imagine, des philosophes. Tu as oublié. Ah, j'ai oublié. Tu as oublié ce qu'il nous a dit Machiavel. Ah, Nicolas. Nicolas, qu'est-ce qu'il nous a dit Machiavel? Il nous a dit, n'oubliez pas qu'il faut créer de l'attente. Et pour créer de l'attente, il faut créer de la frustration. Et il faut créer un désir d'autre chose. Et si vous satisfaisez, si vous donnez pleinement satisfaction aux gens, vous ne créerez pas de désir. Et donc, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait parce qu'on ne va pas parler des 42 philosophes. Et non. Et donc, on va pas parler des 7 piliers. Le pilier de l'organisation, on va appliquer la leçon de Machiavel. Vous ne le découvrirez que si vous lisez ce bouquin. Qui est machiavélique, mon cher Pierre. Et cette brave Simone de Beauvoir, alors qu'est-ce qu'elle nous dit sur l'organisation? Elle nous dit, on ne n'est pas femme, on le devient. Elle nous dit, on ne n'est pas manager, on le devient, et on le devient au sein d'une organisation. On ne peut pas être manager dans un contexte qui n'existe pas. Et c'est au sein d'une organisation qu'on peut naître comme manager. Alors, nous, on ne fait pas du prosélytisme par rapport au management, en fait. Hein. Moi, ce qui me désole dans l'entreprise, c'est que on valorise les managers beaucoup plus que les experts. Et on culpabilise les personnes qui n'ont pas des aptitudes managériales en leur disant qu'ils ne vont jamais réussir, qu'ils ne vont jamais progresser, ils ne vont jamais arriver à la DG, en fait. Hein. Et c'est dommage. Je pense qu'il faut se connaître. On l'a dit tout à l'heure, en fait. Hein. Chaque salarié doit se connaître. Et s'il est meilleur expert que meilleur manager, ben, qu'il reste dans l'expertise. Un bon contrôleur de gestion, un bon responsable de qualité, sans animer de grandes équipes, peut très bien réussir sa vie. Et c'est le plus important. Donc, il faut rejeter les conseils que donnent certains en disant vite, alors tu manages combien de personnes, toi? Ah, 10, 50, 1000, 2000. Non, on s'en fout complètement, en fait. Hein. Ce qu'il faut, c'est faire un job dans lequel on va s'épanouir. Et si un individu s'épanouit dans l'expertise, ben, qu'il reste, il devienne expert. On n'a pas besoin d'avoir de grandes équipes, en fait, hein, pour bien vivre sa vie. Tout à fait. Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'un manager n'existe que s'il y a une équipe qui existe. Et s'il n'y a pas d'équipe, s'il n'y a pas de collaborateurs, il n'y a pas de manager. Voilà, c'est pour ça que je dis, moi je ne fais pas du prosélytisme par rapport au il faut savoir qui l'on est et ce que l'on veut et agir en conséquence. En fait, hein. Paul Bouty, un expert ne mène pas une équipe, il amène ses connaissances. Ah, c'est pas mal. Le jeu de mots est intéressant, même si il y a des fautes d'orthographe, mais il y a les deux.
il y a un apport de la part de l'expert, mais également un bon contrôleur de gestion, ben, il va forcément faire réagir les collaborateurs, en fait, hein, quels qu'ils soient, même s'ils ne dépendent pas de son équipe, bien sûr. Il n'y a pas de capitaine sans matelot, bien sûr, hein, c'est ce que dit Pierre, voilà. Okay. Loïc, d'autres remarques? Effectivement, ça, je crois qu'ils boivent vos paroles. La philosophie de Pierre et sa connaissance experte des philosophes est tout à fait remarquable. Non, je remonterai un petit peu plus haut. Moi, je vais remonter un petit peu. J'ai vu Elisabeth qui disait je pense à Sun Tzu, apprendre à connaître ton ennemi pour en faire une force et gagner la guerre. Je pense à la concurrence et non au salariat quand je donne cette idée. Oui. Oui. Bon. Là, tu vois un si grand soleil ces jours-ci, là où l'on parle effectivement de l'art de la guerre. Peut-être. À savoir que Florian est fan d'un si grand soleil. Parce que je suis fan d'un si grand soleil, j'assume en fait. Hein. Voilà, on parlait de l'art de la guerre. Pour une bonne raison, c'est qu'un si grand soleil est tourné à Montpellier. Hein, donc, et voilà, c'est pour ça. Nous sommes à Montpellier, forcément, il y a un attrait. Je remonte, il y a eu tout un débat sur la contradiction manager-salarié, faut-il être ouvert ou pas, etc. Plus haut, j'ai eu des réflexions sur la praxis, le praticien réflexif pour apprendre de son expérience. Il y a eu un grand débat hein, quand vous avez parlé d'action, de réflexion, ça a beaucoup discuté. Si vous voulez revenir là-dessus, est-ce que vous voulez que je vous remette la slide pour rééchanger dessus? Il faut les deux. Voilà. Moi, je dis il faut les deux. Alors, est-ce que d'abord il faut réfléchir puis agir, ou agir et améliorer sa réflexion en même temps? Je pense que c'est fonction de la personnalité de chacun et c'est fonction des situations. Moi, je suis à l'aise dans les deux. Je suis peut-être plus à l'aise dans la réflexion d'abord, puis l'action après, mais l'autre me convient aussi. Hein? Tout à fait. Mais ce qui m'a frappé, moi, dans cette étude qu'on a faite, là, c'est qu'il y a une intemporalité de certaines idées. Et la pensée d'Aristote, elle nous sert aujourd'hui pour nos actions d'aujourd'hui. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant dans ce petit livre, c'est dans ce petit livre, c'est que effectivement, on ne cherche pas à savoir ce qu'ils faisaient, ce qu'ils ont fait, les différents philosophes. On cherche à savoir en quoi ce qu'ils ont fait, en quoi ce qu'ils ont dit a de la valeur ajoutée pour nous aujourd'hui par rapport à nos problèmes de manager, de ceci, de cela. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. C'est de voir comment, d'imaginer comment la pensée qui a été une pensée il y a 2000 ans, qui a été pensée il y a 100 ans, qui a été pensée avant nous, peut nous éclairer aujourd'hui sur nos actions de demain et sur nos actions du futur. Et pour moi, je terminerai là, c'est que le futur s'est construit avant-hier. Yeah. D'accord, ok. Voilà, ce qu'il faut dire, c'est que on ne propose pas au lecteur de singer, d'imiter Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard et compagnie, et Camus en fait. Hein. C'est pas le but. Le but, c'est pas de singer les philosophes que l'on a interviewés. Le but, c'est quoi? On a identifié une boîte à outils. Et donc, les outils sont dans ce livre, et on dit au lecteur, découvrez ces outils, testez ces outils. Si ces outils correspondent à votre personnalité, si ces outils correspondent aux problèmes que vous avez à résoudre dans l'entreprise, il faut les utiliser, il faut les faire vôtres. Voilà. Hein, donc, ce ne sont pas des modèles, hein, pour moi, ces philosophes. Ce sont des personnes qui ont étudié un outil, qui mettent à votre disposition des outils, et dans la boîte à outils, choisissez celui qui vous convient le mieux. Une réflexion de Gilbert, la réponse, vous venez un peu de la donner, Florian, qui demande, oui, mais quel philosophe leur conseillerez-vous aux managers? Voilà. Et non, surtout pas, je ne peux pas conseiller en fait. Hein. C'est une boîte à outils. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends un marteau ou est-ce que je prends une pince pour travailler? Ah, ça dépend. Ça dépend du problème. Ça dépend du problème que j'ai à résoudre en fait. Hein. Donc là, on a un très grand nombre de boîtes à outils et on va les utiliser en fonction de notre appétence, en fonction de ce
nos propres valeurs, de notre histoire, de nos échecs, de nos réussites, en fait. Hein. Tous les outils sont intéressants. Voilà. Auguste de Deuf, bien sûr, oui, bien sûr. Moi, je répondrai, pour être cohérent avec ma présentation du début, surtout ne cherchez pas des leçons dans un philosophe, mais baladez-vous. Si vous regardez ce petit livre, ce gros livre, 300 pages, pas cher la page. Hein. Non. Et si vous vous baladez dans ce livre, surtout picorez. Picorez à droite, picorez à gauche, et essayez de prendre dans la pensée, dans les pensées, dans les actions qui ont été proposées depuis 2000 ans, ce qui vous convient à vous aujourd'hui. C'est ça ce qui m'a passionné, moi, c'est ça. C'est de me dire, tiens, je lis Épicure, je lis Aristote, je lis saint Thomas d'Aquin, eh bien, si je les avais lus avant, j'aurais peut-être été plus performant dans ma propre vie. Saint-Pierre, tu es très sage. Bien, ben voilà, conclusion, merci Loïc de mettre ce transparent. Donc, conclusion, tu as anticipé le premier élément de la conclusion. Il s'agit donc de valeurs universelles et intemporelles. Voilà, on en a fait la synthèse en fait. Hein. Il faut que nos 42 philosophes deviennent pour nous des inspirateurs, hein, plutôt que des modèles en fait. Hein. C'est très vrai. Hein. Je ne sais pas qui a écrit cette phrase, mais elle est très très vraie. Troisièmement, le management, c'est un travail au quotidien. Et tous les jours, c'est comme l'éducation des enfants. Hein. C'est pas parce qu'on l'a dit une fois qu'il ne faut pas le répéter. Au contraire. Hein. C'est pas parce qu'on a envoyé un mail avec copie au monde entier que le mail sera lu et surtout appliqué. Le management, c'est un travail quotidien. Et quatrièmement, le manager doit prendre du recul dans sa pratique. Et ça, c'est important. On est tellement pris par son business, par ses chiffres, par ses objectifs, par le reporting, qu'on en oublie la réflexion personnelle sur soi, en fait. Hein. Donc, le manager doit prendre du recul dans sa pratique. Et enfin, ce livre, c'est un petit peu l'éloge du bon sens, en fait, hein, parce qu'on a retenu de nos 42 philosophes que des remarques pertinentes, voire impertinentes, mais on pourrait les utiliser sans dire Spinoza a dit que, Kant a dit que. Hein, aujourd'hui, en 2023, on pourrait utiliser ces aphorismes, ces conseils, comme si c'était des éléments d'aujourd'hui. Et ce qui m'a plu, moi, dans cette dernière phrase, l'éloge du bon sens, c'est que le bon sens n'est, à ma connaissance, peut-être je me trompe, pas corrélé à l'intelligence. Il y a des gens qui ont des QI, comme on dit, relativement ordinaires et qui ont un bon sens extraordinaire. Et puis il y a des gens qui ont des QI extrêmement élevés et qui ont un bon sens très décevant. Donc j'aime bien l'éloge du bon sens comme conclusion. Voilà, donc n'hésitez pas à prolonger ces échanges. Bon, là, c'est le prochain webinaire, mais je voulais juste, voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour échanger. On s'engage à répondre à tout le monde, aussi bien pour les carences narcissiques que pour les éléments d'amélioration, on va dire comme ça, en fait, hein, contradictoires. Donc, on est prêt à réagir et à prolonger ce webinaire. Du reste, nous, on est adeptes des contradictions, on est adeptes des échanges, puisque vous voyez la totalité des futurs webinaires. Ça fait depuis 3 ans qu'on fait ça. Bien avant le Covid, on avait démarré des webinaires. Et avec le Covid, ça a explosé en fait. Hein. Donc, avoir plus de 500 personnes comme aujourd'hui, ça fait plaisir. Ça veut dire qu'on a des choses à dire et il y a des personnes qui sont prêtes à nous écouter. Voilà, on est ravis. Voilà, l'adresse du fan club de Pierre, l'adresse mail, elle était là-dessus. C'est ce que je voulais dire, il y a même des fans. Tu as des fans, Pierre. Hein. Adresse du fan club de Pierre LZB. Donc dès cet après-midi, hein, c'est ça Loïc, hein, dès cet après-midi. Dans l'après-midi ou demain au plus tard. Voilà, vous allez recevoir le PowerPoint que vous avez visionné, et 2, vous allez recevoir la vision en replay en fait. Hein, et donc là, vous pouvez la voir et la revoir. Et donc n'hésitez pas à réagir. Voilà, nous avons passé un bon moment ensemble. Et
avec les auditeurs. Avec les auditeurs. Et que serions-nous s'il n'y avait pas d'auditeurs? Exactement. Donc il faut remercier les auditeurs, messieurs les auditrices, messieurs les auditeurs, mesdames les auditrices, nous vous remercions formidablement parce que vous nous avez motivés à vous parler. Merci à tous. Il n'y a plus qu'à appliquer ces bons conseils. Au revoir tout le monde. Au revoir.